La Banque centrale européenne donc, qui se réunit demain, première réunion depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tout était prévu pour qu'elle normalise sa politique monétaire, sauf que l'invasion évidemment de l'Ukraine par la Russie, ça contrecarre sa stratégie. Bonjour Wilfried. Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Cette guerre place la BCE face à un dilemme, vraiment, parce que cette menace de stagflation, parce que c'est le sujet aujourd'hui en zone euro, ça complique la tâche de la BCE. Certains disent 1 à 2 points de moins de croissance cette année, une inflation qui est déjà à 5,8% en février, avant toute la hausse qu'on vient de se taper sur l'énergie. Alors c'est sûr, c'est pas simple à gérer comme situation. Ah non, c'est un casse-tête. Alors à court terme, c'est assez facile. Hein. C'est-à-dire que moi, quand j'entends la réunion va être extrêmement dure pour la Banque centrale européenne, elle est extrêmement simple. Elle va rien dire. Voilà. Quand vous avez une guerre, elle va rien décider. Voilà, exactement. Quand vous avez une guerre aux portes de l'Europe, vous dites globalement, je garde mes options ouvertes, je peux monter les taux comme je peux les baisser, je ferai attention à la fois à l'inflation, au niveau des prix, au soutien économique et à la stabilité financière. En gros, on dit tout et son contraire. En disant, en gros, on dit laissez-moi du temps pour analyser la situation. C'est pas le moment de faire des choses. C'est peut-être la meilleure d'ailleurs des options. Et c'est probablement la meilleure des options, parce que c'est vrai que moi, quand j'entends parler de stagflation, je me suis souvent demandé, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui me gêne dans le terme de stagflation. Parce que le terme de stagflation, il fait référence à une période Stagnation, inflation. En fait, il fait référence à une période très précise de l'histoire, qui sont les années 70. Et dans cette période, on avait deux choses qu'on n'a absolument pas cette année, et on va absolument pas avoir dans les trimestres qui viennent. On a d'une part un débasement du dollar, donc une baisse extraordinairement forte avec une perte de la valeur du dollar de près de 90% par rapport à l'or dans les années 70. On ne l'a pas du tout. Et le deuxième élément, c'est que la hausse des salaires dont tout le monde parle, c'est une baisse des salaires réels. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de hausse des salaires qui entraîne une hausse des prix. La hausse des salaires qu'on voit, elle suit la hausse des prix. Elle n'est pas du tout... Et elle est mangée même par la hausse des prix. Elle est totalement mangée par la hausse des prix. Et donc on va avoir, moi, ce que j'appelle un scénario plutôt de grande érosion, c'est-à-dire érosion de la croissance, érosion des marges, érosion du pouvoir d'achat avec des prix qui montent. Alors, c'est pas une très très bonne nouvelle, mais pour la BCE, ça veut dire que, en fait, le schéma qu'on connaissait et dans lequel on avait la solution des années 70, on savait comment piloter une inflation qui était générée effectivement par la demande. Là, on voit que l'inflation, elle est générée par des problèmes d'offres, par des problèmes de ce monde qui se disloque. Ouais. Et pour la BCE, c'est très très compliqué effectivement dans le temps à gérer. Pas la réunion qui vient là, mais dans le temps, ça va être compliqué à gérer. C'est un peu, Wilfried, inextricable cette histoire parce que pour la BCE, parce qu'à la fois, elle doit enrayer l'inflation, qui est à des niveaux, on rappelle, l'objectif, la cible, 2% pour la BCE, on est à 6, on va monter à mon avis à 7-8 peut-être dans les prochains mois. Et en même temps, une croissance qui prend un gros coup dans l'aile avec cette crise énergétique. Donc, elle privilégie quoi ? L'inflation, la croissance, comment ? On ne peut pas privilégier deux, on ne court pas de deux lièvres à la fois. En fait, sa boussole à chaque fois, ça a été l'intégrité de la zone euro. Et donc, un des éléments très importants à suivre, c'est l'indicateur de stress systémique. La BCE publie un indicateur de stress systémique sur les marchés. C'est un indicateur, pour les statisticiens, c'est l'équivalent d'un Z-score, donc c'est une espèce d'indicateur cumulé qui reprend en compte un certain nombre de paramètres sur les marchés pour savoir est-ce que c'est tendu, est-ce que c'est pas tendu, est-ce qu'on arrive à financer correctement l'économie ou est-ce qu'on n'arrive pas à financer correctement l'économie, un indicateur schématiquement de 0 à 100. Normalement, on est entre 5 et 10 en niveau d'indicateur de stress sur une longue période. Au moment de la pandémie, au pire de la pandémie, on est arrivé à 35. Et là, on est entre 25 et 30. Donc ça veut clairement dire qu'on a quand même des stress au niveau du fonctionnement du marché liés au fait que vous débranchez SWIFT, au fait que vous avez des perturbations extraordinairement fortes, vous en parlez régulièrement sur ce plateau, sur le marché des matières premières, qui sont un socle de l'économie mondiale. Et donc la BCE fera quand même très très attention avant de resserrer sa politique monétaire. Elle a un objectif d'inflation, mais elle a surtout l'objectif de ne pas disloquer plus avant un marché qui aujourd'hui se cherche. Donc à moyen terme, c'est un véritable sujet, parce qu'effectivement, elle doit piloter à la fois la croissance, l'inflation. À court terme, sa priorité, c'est surtout de ne pas aggraver les choses. Le premier élément, c'est surtout ne pas faire de mal. Donc elle va temporiser demain. Oui, ça me paraît très clair. Elle va, je pense, au minimum donner peut-être en termes de nouveautés des éléments de calendrier sur un découplage entre l'arrêt des achats d'actifs qui est programmé pour la fin de ce mois, l'arrêt des achats d'actifs sur le marché. Sur le programme d'urgence pandémie. Sur le programme d'urgence pandémie. Le programme PEP. Après, il y a l'autre programme. Le programme dit APP, qui normalement devait là aussi progressivement s'éteindre. Et je pense qu'elle va... D'ici la fin de l'année. Exactement, je pense qu'elle va découpler clairement cet aspect-là de l'aspect hausse de taux. La dernière fois, ça a été peu clair. C'est-à-dire que la dernière fois, on a semblé lier
de façon temporelle, quasiment enchaînant les périodes, en disant, en fait, dès qu'on arrête d'injecter des liquidités, dès qu'on arrête d'acheter sur les marchés, aussitôt on va commencer notre cycle de hausse de taux, et donc les marchés se sont empressés de dire on va avoir 1 ou 2 hausses de taux d'ici la fin de l'année. Ouais. Je pense que là on va avoir un message beaucoup plus clair sur, il y a deux choses, il y a d'une part le fait qu'il faut arrêter d'acheter effectivement systématiquement peut-être un programme très large sur les marchés, peut-être le cibler davantage, on va voir sur ce qu'elle va nous annoncer, et puis en parallèle évaluer les conséquences d'un relèvement progressif de taux d'intérêt qui serait quand même effectivement un signal de resserrement dans un contexte de stress. Il faut peut-être attendre que le stress s'arrête un peu. Ouais, elle pourrait dire qu'en gros, il n'y a pas de hausse de taux tant qu'il y a conflit en Ukraine. Elle pourrait le dire pour essayer de rassurer un petit peu, parce que quand même, la situation est hyper compliquée. Je pense qu'elle dira que tant que l'incertitude est extrêmement forte, il est important de ne pas bouleverser les conditions monétaires. Et ça, ça me paraît une politique de prudence tout à fait normale pour une banque centrale, à la différence de la Banque centrale américaine, qui est véritablement en première ligne. Quand vous regardez les marchés, en particulier d'Europe de l'Est, vous voyez que les volatilités sont extrêmement fortes. On a eu des... Alors, c'est pas du ressort de la BCE, mais le zloty, par exemple, a été extraordinairement chahuté. Donc, on voit que vraiment, dans les marges extérieures, dans le périmètre très, très proche de la BCE, on a des changements très nets sur les devises. On a des indicateurs qui montrent aussi que sur les taux, il y a une volatilité qui s'est quand même développée de façon forte dans un certain nombre de pays. Donc, attention quand même. Je pense qu'elle va être nécessairement prudente. Le problème de tout ça, c'est que plus elle repousse l'échéance, plus effectivement, vous le mentionnez, les anticipations d'inflation ont tendance à monter. On le voit, les anticipations à 5 ans sont plutôt maintenant légèrement au-dessus de 2%, donc au sein de la zone euro. C'est un peu gênant pour la Banque centrale européenne. Mais elle aura quand même un choix à faire entre l'inflation et la croissance au bout du bout, une fois qu'on y aura plus clair dans le conflit. En fait, je pense qu'elle aura un choix à faire entre l'inflation et la fragmentation de la zone euro. Si c'est juste ralentir la croissance, si c'est un ralentissement de croissance, ce n'est pas une récession. Bon. Envoyer la zone euro en récession, c'est une autre histoire. Mais peser un peu sur la croissance, à la marge, ce n'est pas très grave. En revanche, si elle voit qu'il y a des tensions sur la fragmentation, donc des tensions sur ces fameux spreads... c'est de voir effectivement comment se finance l'Espagne, l'Italie. Et on l'a vu à chaque fois qu'elle a tenté de dire « Attendez, ça, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est les indicateurs globaux ». Très très vite, la réalité l'a rattrapée parce que la zone euro est extraordinairement hétérogène. Ouais. Même aujourd'hui en termes d'inflation, rien de comparable avec l'inflation française qui aujourd'hui est légèrement, un peu plus de 3%, et l'inflation espagnole ou 8-9, exactement, espagnole, allemande qui est au-dessus de 7-8%. Donc elle va être contrainte d'une certaine manière quand même à regarder les plus petits dénominateurs communs. C'est la norme et c'est la tragédie permanente de la BCE qui est de dire je dois être dans le plus petit dénominateur commun parce que sinon mon socle qui est l'intégrité de la zone euro a tendance à être fragilisé. Si le conflit, Wilfried, dure plus longtemps que prévu, si ça se corse, si ça s'enlise, on peut imaginer ou pas qu'elle change complètement son fusil d'épaule, pardon pour le parallèle, mais la BCE, et qu'elle nous fasse un programme PEP de guerre pour soutenir les économies, parce qu'un pétrole à $200, c'est la récession quasi assurée. Exactement. Non, mais c'est tout à fait envisageable. Quand on voit déjà que l'Union européenne envisage un autre plan de relance pour effectivement les investissements de sécurité, de résilience, dans l'agriculture, la défense, etc., il est certain qu'elle aura besoin de la Banque centrale européenne pour l'épauler. La Banque centrale européenne est d'une certaine façon, techniquement on appelle ça sous domination fiscale, c'est-à-dire que ce sont les États qui décident et d'une certaine façon la BCE s'adapte. Si face à la nécessité de renforcer la sécurité, la résilience, les programmes de souveraineté de la zone euro, on a besoin que la BCE remette en place un programme d'achat d'actifs sécurité, on l'appellera peut-être comme ça, elle le remettra en place. Mais peut-être avec des normes différentes, peut-être avec un timing qui sera beaucoup plus souple. Même avec une inflation à 6-7%, elle pourrait le faire. Parce que là, pour le coup, on entrerait en Elle pourrait éventuellement, elle pourrait pourquoi pas découpler et dire je fais un programme de rachat exceptionnel tout en remontant progressivement mes taux vers zéro. C'est pas impossible. Au moment du programme PEP en 2020, l'inflation est à 0 à 1%. Donc le contexte monétaire et l'environnement n'est plus le même. Elle peut découpler les deux outils. C'est-à-dire elle peut découpler l'outil taux d'un côté et l'outil achat d'actifs de l'autre, en essayant d'avoir des achats d'actifs d'un côté pour soutenir les États
et une remontée, une normalisation, pas une remontée, mais une normalisation peut-être vers zéro, on est quand même à moins 0,4, donc on a quand même de l'espace, hein, vers zéro des taux d'intérêt, pour justement peut-être aussi moins peser sur le secteur financier. On a vu que le secteur financier, une des leçons de la crise, c'est qu'on vit aujourd'hui du conflit, c'est que le secteur financier est en première ligne. Hein. Tout de suite, on a vu un stress très fort sur le système financier. Donc là, il faut peut-être aussi alléger ce stress. Donc pourquoi pas imaginer un découplage entre la politique de taux d'un côté, la politique d'achat d'actifs de l'autre. Sur le papier quand même. Hein. Ce qui paraît très dur sur le papier, mais en fait, en théorie, c'est pas impossible. Nécessité fait loi. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon, voilà. En tout cas, c'est comme un casse-tête, même si demain elle décidera rien, qu'elle va temporiser, qu'elle va dire un peu. Plus ça va, plus le casse-tête devient compliqué dans le temps. Hein, ça, c'est sûr. L'année 2022, beaucoup. Ça va être compliqué. Explication signée Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Merci Wilfried. Merci. Salut.